Bonjour, chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Aujourd'hui, Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Comment allez-vous? Chauve qui peut. Ah oui, ça. Mais c'est pas vous qui le dites. C'est pas moi qui le dis. C'est un certain nombre de puissants dont nous allons étudier le destin. Chauve qui peut avec les méga récessions qui arrivent. Manifestement, oui. Voilà, parce que là, il y a une articulation. J'en ai parlé lors de l'émission du 3 janvier avec Pierre Bergeron. Et là, on a véritablement les preuves de deux récessions. Il y en a une qui est en action en ce moment même, et une autre qui va arriver donc au mois de mars, avril ou mai éventuellement. Donc c'est un peu pour donner une idée à nos spectateurs. Vous voulez dire, mon cher Pierre, que vous nous mettez dans l'ambiance. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Alors, je leur dis, voilà, vous pouvez choisir la couleur du maillot de bain, comme j'avais posé Madame Lagarde au ministre des Finances américain. Il y a un tsunami qui arrive et vous nous prévenez en disant, choisissez votre maillot de bain, quoi. Voilà. Couleur noire de préférence. Voilà, couleur noire. Comme le signe noir. Exactement. Bah, là, signe noir de la finance. Bah, là, on a des signes, des signes noirs. Là, techniquement, on n'a que ça. D'ailleurs, on le voit. On le voit à plusieurs choses. D'une part, à la santé des banques européennes. Oui. Alors, avant d'arriver à la récession, il y a un article sur Quotidien qui s'appelle « Le crime ne paie pas » à Sienne. Oui. Voilà. Regardez le cours de la Montepaschi. Alors, vous allez voir derrière nous, ou devant nous, en incrustation, voilà, le cours de la Montepaschi qui suit effectivement celui de la Lehman Brothers. Donc, pour ceux qui nous disent que les banques européennes vont bien, hein, c'est ce le mensonge, le mensonge des commissaires européens, c'est absolument sidérant. Ouais. Et on a vu, alors je pense que vous m'en avez parlé tout à l'heure, il y a une banque allemande qui est en train de... Oui, c'est la Landesbank. La Landesbank ne sait pas comment on va la sauver. C'est l'Allemagne qui ne sait pas comment on va la sauver. Non, mais c'est incroyable, quoi. C'est tout à fait incroyable. Ils ne savent pas du tout. Ils nous ont tellement habitués à ce que ce soit les banques, vous savez, des pigs, hein, des porcs. Oui. Hein, voilà. Mais maintenant, c'est les banques allemandes qui sont en train de couler. Bien sûr. Voilà. Et ça n'alarme personne. Moi, et sans parler de la Deutsche Bank. Oui. Et de la Commerzbank, en faillite, hein, bien entendu. Et alors, vous avez vu que à l'origine, il était question que la Deutsche Bank rachète la Commerzbank, ou le contraire. Eh bien, qu'elle fusionne. Ce n'est plus du tout à l'ordre du jour. Non, parce qu'on est en train de proposer à une banque européenne. On en a parlé dans l'émission précédente, c'est-à-dire qu'ils veulent faire porter le chapeau français de préférence, puisque ça leur permet, en cas d'explosion de la banque, effectivement, de faire porter le chapeau aux Français, enfin la moitié du chapeau, hein, des dettes, hein, précisons, des dettes. Mais donc et la Landesbank. Alors je ne sais pas si vous avez le papier, parce que effectivement là j'en ai un peu de trop. Je mets trop d'informations. Du coup je le vois plus. Bon, peu importe. Donc ils sont en train de chercher. Et c'est une banque qui est en faillite. Bon. Oui, c'est ça. Elles sont complètement. Landesbank. Elles sont complètement. Comment dire, complètement exsangues, voilà, littéralement. C'est absolument épouvantable. Et les Allemands aujourd'hui ne peuvent pas appliquer la politique que les banques françaises appliquent. C'est-à-dire que les banques françaises aujourd'hui vous empêchent de retirer votre argent. C'est-à-dire c'est plus votre argent. Hein. Je le dis à tous les spectateurs, allez voir votre banquier entre guillemets, votre plouc plutôt, on va l'appeler comme ça, hein, et dites-lui je veux 3 000 euros. Hein, je veux 3 000 euros, donnez-moi 3 000 euros en liquide, en cash. Voilà. Alors ils vont vous dire oui c'est pourquoi machin, etc. Alors là on a le cas correspondante extraordinaire. Oui. Elle a voulu retirer 5 000 euros à la banque postale. Et donc on lui fait remplir 25 papiers formulaires et elle a dit mais c'est pourquoi faire? Mais le banquier n'a pas à savoir ce qu'on fait de notre argent. Mais ils lui ont fait remplir un formulaire. Elle a dit, eh bien, je veux réaliser un fantasme, je veux faire l'amour sur un tas de billets de banque. Voilà. Alors, les mecs à la banque postale, là, ils étaient vraiment dégoûtés. Mais vous voyez qu'ils font peur aux gens. Oui. Ils font peur aux personnes âgées, ils font peur aux personnes qui n'ont bien entendu pas, malheureusement, toutes les informations que nous avons pour leur résister. Il y a des gens qui sont incapables de résister à toute forme d'autorité. Oui, hein, que ce soit le médecin avec sa blouse blanche, ou le banquier dans sa blouse d'escroc, là. C'est terrifiant. Les Allemands, eux, peuvent retirer l'argent. Parce que le cash fonctionne beaucoup plus en Allemagne
qu'en France. Absolument. D'ailleurs, il y a deux papiers là-dessus. Il y a beaucoup de Français qui vont en Allemagne. Et ils sont complètement, ils sont tout à fait surpris qu'en fait, dans les restaurants, par exemple, si vous payez en liquide, vous avez tout de suite une réduction de 5%. En revanche, si vous payez avec une carte de crédit, quand ils acceptent, c'est rarissime dans les restaurants allemands, c'est 5% plus cher. Voilà. La machine a un coût pour le restaurateur. De toute façon. Et regardez bien ce que notre lecteur, Monsieur Müller, Herr Müller, il dit, effectivement, les Allemands ont toujours plein de pièces dans leur bourse. Des pièces de 1 centime, 5 centimes, etc. Chez eux, donc en Allemagne, il va être difficile d'abandonner le cash. Eh bien, regardez bien, il y a une information qui vient de sortir. Alors, c'est en Belgique. Ils veulent supprimer... c'est vous qui l'avez, je pense. Non. Ils veulent supprimer les pièces de 1 centime, de 2 centimes, et forcer tout le monde, effectivement, à arrondir tous les prix. Alors, ça, c'est le prétexte. À arrondir tous les prix aux 5 centimes supérieurs. Bon. Voilà. Alors ça c'est le prétexte parce que comme une majorité des paiements se font en carte bleue, je vois pas pourquoi on devrait arrondir à 5 centimes de plus, c'est grotesque. Mais là aussi, vous devez mettre ça en parallèle. C'est-à-dire que dans le Parisien de hier, je crois, le Parisien, le journal à la botte de Macron, précisons, parce que j'ai vu les unes du Parisien, c'est devenu un torchon là aussi. L'article du Parisien propose la suppression de l'argent liquide pour éviter la fraude fiscale. C'est merveilleux. Les gens de Google envoient des milliards aux Bermudes, mais alors là, il n'y a pas de loi de proposition pour supprimer l'argent liquide. C'est extraordinaire. Ils s'en prennent toujours aux Français, aux petits, aux classes moyennes, etc. Et donc ça, ensuite, en Belgique, vous voyez arriver suppression des petites pièces, c'est bientôt suppression des pièces, et vous avez vu ça en même temps, suppression des billets de 500 euros, parce que ça favorise les dealers de drogue. Le bon prétexte. En fait, c'est incroyable. Vous voyez, et c'est moi qui suis le conspirationniste pour avoir publié cette information 2 ans avant tout le monde. C'est fou. Mais tout le monde sait bien que j'invite régulièrement un conspirationniste dans politique et économie. Mais mon cher Pierre, vous savez que la suppression du cash dans les campagnes, dans les petites villes, dans les périphéries, il paraît qu'il y a eu des gilets jaunes. Bon, eh bien, ça va freiner l'activité économique. Parce que les gens, d'abord, il y a des solidarités locales qui fait qu'on paiera à son voisin, on paiera à l'artisan local en cash. Et tout ça, si le cash disparaît, ça va freiner les activités, ça va freiner le dynamisme local. Et c'est une atteinte à nos libertés. Mais c'est une atteinte. De toute façon, la suppression de l'argent liquide est une atteinte fondamentale à nos libertés. À partir du moment où vous avez une carte de crédit, tout ce que vous faites, votre banquier voit tout ce que vous faites, tout ce que vous achetez, tout ce que vous dépensez, comment vous le faites, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, ils se sont tellement pupissés qu'ils vous demandent des comptes quand vous voulez retirer 5 000 euros, comme notre lectrice, qui était tellement outrée parce qu'elle suit la revue de presse, elle suit notre émission, elle a dit, mais j'ai dit, voilà, je veux faire l'amour sur des billets de banque, c'est un vieux fantasme. Et je t'emmerde. Pardonnez-moi un peu, mais c'est ce qu'elle au banquier. Oui, mais j'ai vu le papier. Je dis aux lecteurs, à nos spectateurs, résistez à votre banquier, envoyez-le se promener. Il n'a aucun droit sur votre capital, sur vos biens. C'est un voleur, c'est un escroc. Enfin, pas lui, mais les banques sont devenues aujourd'hui des voleuses. Parce qu'elles ont fait faillite et qu'elles ne tiennent que parce que vos salaires tombent sur leur compte et qu'elles s'approprient. Voilà la réalité. Oui, mais Pierre, attention, c'est que la pression est rendue possible lorsque les gens sont en découvert dès le 15. Vous comprenez, du mois. C'est ça le problème. C'est que leur capacité à résister est plus difficile. C'est d'ailleurs un des aspects de la révolte des Gilets jaunes. Mais la révolte des Gilets jaunes, il y a 2 aspects. Olivier, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est le mensonge de l'INSEE. Et j'accuse le président de l'INSEE, ou le gouverneur, je ne sais pas quel est son titre exact, d'être un menteur. Parce qu'il dissimule la véritable inflation. La véritable inflation en France qui est de l'ordre de 6 à 8% sur les choses normales qu'on achète tous les jours, pour plaire au gouvernement, pour qu'il n'ait pas à payer des sommes colossales sur les livrets A, bien entendu. Voilà. Mais à force de mentir depuis 20 ans,
ou depuis même 10 ans sur l'augmentation des prix, parce que parallèlement, non seulement il y a le prix qui monte, mais en plus les contenus diminuent. On réduit, et résultat des courses, les gens se sont retrouvés à découvert, hein, je vous le fais court, hein, ils se retrouvent découverts au 28 de mois, puis au 25, puis au 20, et puis maintenant c'est au 15 du mois. Et alors là, ça commence le mensonge de l'INSEE, et c'est là où je voulais en venir, le mensonge de l'INSEE et du gouvernement depuis 10 ans, exactement même 20 ans, est devenu trop visible. Et résultat des courses, là, parce qu'on leur dit, ah ben non, il y a 1% d'inflation, et bien les gens se disent, mais comment ça se fait qu'au 15 du mois, j'ai plus rien? Et vous voyez, c'est la République du mensonge. Et c'est d'autant plus important de nier l'inflation qu'on n'augmente pas les salaires et les pensions. Moi, je voudrais qu'on mette les images. Il y a un retraité qui s'est retrouvé face à Édouard Philippe et il lui a dit, mais monsieur, mais moi, comment je fais? Je suis à la retraite, je gagne 700 euros. J'ai 700 euros de retraite, je suis obligé de faire des ménages. Et Édouard Philippe, ce pathétique crétin, qu'est-ce qu'il lui répond? Venez aux doléances. On a fait plein de débats, 700 euros de retraite, on va faire 700 euros de 6 000 retraite. débats et ça va être extraordinaire. Et moi je fais 8 heures par jour, 700 euros de retraite. Ouais. Et vous, combien? Ah bah, On peut échanger nos fiches de paye. je continue à travailler, je travaille beaucoup aussi Vous d'ailleurs. travaillez, ben oui, mais nous, moi aussi. Et j'ai 73 ans, je fais encore du ménage pour Eh ben, pouvoir écoutez, vivre. monsieur, encore une fois, non c'est vrai, Ben oui, voilà. mais Vous encore méritez une votre fois, salaire moi, peut-être, mais encore une fois monsieur, nous moi aussi, les débattre nous, c'est pas m'intéresse. encore. Ouais. Ouais, non, mais et après, il s'étonne que les gens descendent sur les ronds-points. Ouais. Vous voyez, non mais Olivier, j'insiste là-dessus, le mensonge de l'INSEE est absolument phénoménal. Tous ceux qui travaillent à l'INSEE et qui communiquent l'augmentation du prix mensuel, mais vous devriez avoir honte. Mais bon, ce sont des vendus au gouvernement parce qu'ils sont payés au gouvernement, donc ils n'ont pas le choix. C'est les fonctionnaires, c'est comme des militaires. Mais après, il faut pas s'étonner que la situation leur explose à la figure. Moi, je suis même étonné que personne n'ait demandé la tête du patron de l'INSEE sur une pique. Non mais Oui, mais vous savez pourquoi? Attends, Salvini, lui, veut mettre son gouverneur de sa banque centrale en prison. J'ai vu ça. Mais, non mais, s'il fallait mettre en prison tous ceux qui nous mentent, il faudrait reconstruire des prisons. Non mais oui, non mais on est d'accord. Non mais le problème, si vous voulez, c'est que là, le mensonge est devenu tellement visible. Le mensonge est partout. Ça fait 10 ans que BFM, ça fait 10 ans que VC News là nous disent il y a la reprise de Nicolas Bozo là. Il y a la reprise. D'ailleurs, il y a pas plus tard, il y a une semaine où vous avez dit le chômage a baissé. Quelle rigolade. Et vous n'avez jamais vu autant de boutiques à louer partout en France, des boutiques, des terrains, des sites industriel, tout est à louer. Et on nous dit qu'il y a la reprise. Mais comment en fait, aujourd'hui, ce gouvernement ne tient que par les médias. Et après, il s'étonne que les gilets jaunes veuillent mettre le feu à BFM et aux télé. Et vous voyez, vous écoutez, je pensais, puisque j'avais travaillé sur ces questions, je pensais à la fin de l'Union soviétique. Oui. Il y avait cette même logique. C'est-à-dire que, par exemple, sur les produits, on voulait nier l'inflation. Oui. Alors, on réduisait, on mettait de 500 grammes, on passait à 450 grammes pour le même prix. Évidemment, c'est de l'inflation. Oui. Bon. Et puis, en même temps, cachée. on voyait la presse, vous connaissez le slogan, il n'y avait pas d'Izvestia dans la Pravda, il n'y avait pas de Pravda dans les Izvestia. Il n'y avait pas de nouvelles dans la vérité et pas de vérité dans les nouvelles. Eh bien, c'est un petit peu ça. Toute proportion gardée, nous sommes dans un système... C'est exactement la même chose. Vous avez tout à fait raison. Mais en fin de cycle. Excellente observation. En fin de cycle, c'est tout à fait ça. Parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça, c'est clair. Alors justement, chômage. Chômage, oui, je crois que voilà, on referme un tiroir. Voilà. Ouais. L'information que je voulais que vous nous commentiez, parce que nos lecteurs, alors attention, là c'est très important, c'est la première fois que je vois cette information sortir. Moi j'ai vu ça en Grèce. Tout le monde s'en était douté, on a tous eu dans notre entourage des gens au chômage qui ont fait des dépressions, et ainsi de suite. Mais là, regarde bien, le chômage est responsable, moi je dis directement, eux ils disent indirectement, mais moi je dis directement, de 10 à 14 000 suicides par an. Voilà, donc c'est le site Novoéthique qui a publié un article et qui a été donc vu par l'un de nos lecteurs. Le chômage nuit gravement à la santé. Selon plusieurs études, entre 10 et 14 000 décès sont imputables au chômage chaque année en France. C'est 4 fois plus
que de le nombre de tués sur la route. Pourtant, Bien ils sont... sûr. Personne n'en parle. Eh ben, hein, il n'y a sur pas la de route. radar là pour ça. Ah bah hein. là, pour le baisser le chômage, hein, parce que la vitesse, on va la baisser à 80, puis à 70, puis à 60, mais le nombre de chômage, Édouard Philippe, ça, tu veux pas le baisser, enfoiré. Pardon. Attends, parce que là, non mais attends, j'ai une chose. Oui, Selon mais... les travaux de l'Institut national de la santé de recherche médicale, donc le fameux INSERM. Oui, Bon, INSERM. a priori, c'est un truc sérieux hein, encore. C'est pas comme l'INSEE. Ne pas confondre. Une progression de 10% du taux de chômage se traduit par une hausse de 1,5 du taux de suicide chez les demandeurs d'emploi. La hausse du chômage relative à la crise qui a frappé la France de 2008 à 2010 a ainsi entraîné 548 suicides. Les chômeurs sont également davantage sujets aux comportements addictifs, alcool, cannabis, etc., ont une moins bonne hygiène de vie et font moins d'activités, etc. Sentiment de culpabilité, perte d'estime de soi, dépression, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non mais c'est très très grave. Mais bien sûr. C'est très très grave. Donc, j'ai calculé, parce que moi je trouve que ils ont été un peu... je dis simplement, j'ai fait un calcul rapide. Si des lecteurs veulent, des spectateurs veulent nous donner des chiffres plus justes, on est preneur. Depuis 2008, donc, depuis l'explosion de Wall Street, plus de 100 000 personnes, estimation basse des chômeurs, ont mis fin à leur jour. C'est un génocide. C'est un véritable génocide. Et Pierre, vous ne comptez pas dans ces 100 000, parce qu'ils ne sont pas en chômage, mais qui sont en faillite, les agriculteurs. Oui, non, mais il faut pardon, il faut ajouter. Parce que là, ils vont nous faire le salon de l'agriculture, donc tous les politiques vont défiler, machin, et pendant ce temps-là, exactement, c'est comme le 14 juillet, hein, ils caressent le cul des militaires, et puis dès que c'est fini, c'est terminé, hein, surtout Macron, voilà. Bref, remercier les banquiers, remercier les banquiers, nos politiques qui trahissent le peuple, comme vous l'avez vu avec l'imprimerie Arjobolinks, entre autres, mais il n'y en a pas d'autres. Alors, tiens, notre lecteur Ronald, lui, il nous dit, alors la direction de Orange Téléphone, vient de lancer un nouveau programme de transformation du groupe dont une des priorités est claire, une structure simple et légère au service des opérations et une exécution plus rapide, avec objectif précédemment annoncé de 18 000 salariés non remplacés de 2018 à 2022. Donc 18 000 postes qui vont être supprimés ou des gens qui vont être encouragés à partir à la retraite. Voilà. Et alors, je le redis à nos lecteurs spectateurs, j'ai remis sur le site quotidien.com, il y a maintenant un onglet licenciement. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Alors c'est moins chronophage, donc je peux le suivre beaucoup plus. J'ai vu cet onglet, je l'ai imprimé. J'ai 5 feuillets. Il y a 5 feuillets déjà. Attends, ça concerne... Et en toutes petites lettres, mais je pense que nos téléspectateurs ne verront pas. Ça concerne, février, janvier, et un petit peu fin décembre. Et malheureusement, alors, il faut dire aussi que cette liste fait apparaître que c'est mondial. Ah oui. Tout à fait. Mais bien sûr que c'est mondial, évidemment que c'est mondial. Ce qui peut expliquer aussi le phénomène qu'on qualifie de populisme à l'échelle mondiale, puisque maintenant le Brésil lui-même a vu triompher ce courant. Attends. Et alors, je veux quand même signaler à nos téléspectateurs que ce chômage-là, ce n'est pas un chômage conjoncturel. Ce n'est pas lié à une plus ou moins bonne conjoncture, puisqu'il paraît que la bourse a repris des couleurs. Ce n'est pas cela. C'est faux. C'est un chômage structurel, c'est-à-dire, il faut en un mot comme un sang, parce que nous avons des hommes en trop. Et pourquoi nous avons des hommes en trop ? Parce que le système numérique, le système de l'automatisation est en train de supprimer des emplois. Non, mais c'est plus que ça. Astronomique. C'est plus que ça, c'est un grand remplacement. Parce que, attends, qu'on m'explique pourquoi les Allemands font venir un million de... Non mais attends, il y a quelque chose qui ne colle pas. Non, le principe des travailleurs détachés, c'est effectivement la destruction de ce qu'on appelle l'État-nation par au cœur même de la population mâle, qui à partir de 40 ans, c'est... déclassé. Déclassé. Démonétisé. C'est démonétisé. Ouais. Et alors, puisque merci pour preuve de la nouvelle récession. Alors là, je vais vous donner 2 preuves, mais il y en a d'autres. Via Ingenico. Ingenico, c'est des terminaux de paiement. Oui.
Oui, alors ça c'est notre lecteur Monsieur Richard qui l'a vu et c'est Reuters hein, qui nous l'a donné. Le titre Ingenico a chuté lourdement à la bourse blabla après un nouvel avertissement sur les résultats en difficulté sur son activité historique de terminaux de paiement. Voilà. Eh bien écoutez, c'est extrêmement simple, c'est qu'en fait il y a beaucoup moins les volumes traités sont quand même inférieurs. Il y a de ça. Et alors ensuite... c'est pas les terminaux de paiement, c'est les terminés de payer. Oui, c'est terminé de payer, voilà. Et ensuite, alors la première récession vient d'arriver, donc la preuve par Audi, VW, Ford. Oui. Et là, je peux y rajouter parce que vous l'avez là dans la liste. Là, c'est alors le constructeur automobile de luxe Audi. Alors lui, il a mis 14 000, il a viré 14 000 salariés et ouvriers, 14 000, Audi. Ensuite, vous avez 7 000 ouvriers de Volkswagen. Eux, ils ont été remerciés la veille de Noël. Pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pour passer sous le radar. Là, oui, le Père Noël est vraiment une ordure. Non, mais c'est surtout que... Non, bien sûr, mais il est allemand. Ensuite, vous avez le géant des télécoms Verizon. Il a licencié 800 journalistes de tout son département médias, etc. Là, j'ai vu Land Rover, hein, vous l'avez dans Land Rover, qui, alors je crois, je vous donne de tête, hein, 2000, mais vous vérifierez sur la liste. Hier, c'est Toyota qui a décidé de fermer son usine en Angleterre. Donc c'est 3500 ouvriers qui vont littéralement se retrouver au chômage. Bref, ce n'est que ça. L'industrie automobile est durement, très très durement frappée. Et tous ces licenciements, BFM qui vous fait toute une campagne là, pendant 3 jours, on va voir, ou 10 jours, on va voir de l'antisémitisme. On va en boire, manger à toutes les sauces. Mais ça, la liste de licenciements, et puis attends, c'est pas rien. BMW, Mercedes, Audi, Land Rover, etc. Enfin, c'est Toyota, mais c'est énorme. C'est pas 30 licenciements. Ford à Bordeaux. Et Ford, bien sûr. Ford, 850, et je crois que c'est 7000 aussi dans le, 7000 dans le monde entier. Et dans le sucre aussi en France, Saint-Louis Sucre. Exactement, il y a Saint-Louis Sucre, enfin, il y a vraiment tout ça. Ensuite, vous avez cette nouvelle, par exemple, toujours, regardez bien, ça se passe en Allemagne. On vous dit qu'en Allemagne, tout va bien. Donc, notre lecteur Sacha, donc, il nous dit, en 2017, les municipalités allemandes ont payé 57 millions d'euros pour des enterrements dits de pauvreté. Qu'est-ce que cela dit d'un pays où les citoyens n'ont plus assez d'argent pour enterrer dignement leurs proches décédés? Ouais. Et je réponds à notre lecteur, moi ça me rappelle effectivement la crise qui avait violemment frappé les États-Unis en 2010 après l'explosion de Wall Street. Ça a commencé en 2010. Les familles ne venaient même pas récupérer les corps de leurs défunts dans les morgues, au point que les États comme la Californie et d'autres ont été obligés de les enterrer eux-mêmes ou bien d'envoyer des collecteurs de dettes pour essayer de récupérer 3 francs 6 sous sur les enterrements qui ont été faits. Non mais je ne sais pas si vous réalisez. Donc si les Allemands ne peuvent plus payer leurs enterrements, là il y a un problème. Et ça promet un nouveau mouvement des Gilets jaunes. Hein, là je ne sais pas quelle couleur ça va être, mais je pense que ça va être plutôt rouge. Et je pense que ce mouvement va s'étendre à toute l'Europe de toute façon. Là, c'est très net. La récession, elle est absolument phénoménale et elle va frapper. Tenez, tiens, je vous donne un autre exemple très intéressant. Harley-Davidson. Oui. En 2008, Harley-Davidson a été sauvé de la faillite par la Fed, hein, qui lui a imprimé des centaines de millions à taux zéro. Voilà. On aurait donc pensé que 10 ans plus tard, la situation de Harley-Davidson se serait améliorée. Surtout que ils ont bien entendu, qu'est-ce qu'il a fait Harley-Davidson? Il a fermé son usine de je sais plus où dans l'Oklahoma. Il a dit aux 1000 ouvriers allez vous faire voir, je délocalise l'usine en Inde. Voilà, donc ça va sentir le curry, le pot d'échappement. Hein, voilà, c'est un peu l'idée. Eh bien, Harley-Davidson a enregistré une baisse des ventes de l'équivalent de 8% par rapport à l'année précédente. Donc on voit bien que on voit bien qu'il y a une véritable récession. Et General Motors, justement, lui, c'est 14 000 licenciements dans le cadre de son plan de restructuration. Et 5 usines fermées. Voilà. Et Tesco, par exemple, en Angleterre, les supermarchés, hein, donc là, c'est de l'autre côté, hein, juste, c'est 1 heure de TGV, hein, c'est 9 000 emplois qui sautent. Voilà. Donc, voilà, autant de suicides de plus. Hein.
C'est un génocide économique auquel on assiste. Hein. Je reviens, on referme le tiroir des suicides. Donc, moi, je dis à tous nos spectateurs qui sont malheureusement au chômage, j'envoie nos signatures qui viennent. Hein, voilà. Je dis, voilà, si vous faites une dépression, ne portez pas cette culpabilité, ne vous rendez pas coupable. Ce n'est pas de votre faute. C'est un crime organisé par les banquiers et seuls les banquiers sont responsables de ce génocide gigantesque. Mais M. Édouard Philippe vous dit non, 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 alors que là, je veux dire, les accidents de la route sont bien, hein, ça fait bien maintenant. Mais il faut baisser hein, parce que ça coûte trop cher. Non, mais ils sont fous alliés. Oui, on est dans la République du mensonge là. C'est le mensonge absolu à tous les étages. Et pour bien dissimuler la crise économique, hein, la seule arme qu'ils utilisent, on en a parlé, hein, antisémite. Voilà. Oui, ça, antisémite, j'en ai parlé avec Pierre Bergeron le 3 janvier. C'est la diversion par excellence. Et voilà, le 3 janvier. Même s'il est clair que... antisémite. Bien sûr. Voilà, il faut détourner l'attention. Oui. Hein, vous parlez d'économie, antisémite. Oui. Vous parlez chômage, antisémite. Oui, bien sûr. Non, mais c'est génial. Mais quel rapport? On pourrait se demander. Non, non, mais ça détourne l'attention. Hein, mais vous évoquiez tout à l'heure le grand remplacement. Oui. Mais savez-vous que Finkielkraut, lorsqu'il a commenté l'incident en question, quand il s'est fait insulter par un islamiste, l'islamiste a dit, voilà, la France est à nous, dit ce oui. Et Finkielkraut dit, eh ben voilà, ça c'est le grand remplacement. Il l'a dit, hein. Vous remarquerez que personne n'a commenté. Aucune des télés n'a commenté. Personne n'a surtout repris. pas. Mais surtout pas. Non, les médias sont vendus. Et je suis vraiment à 100% avec les gilets. D'ailleurs, vous savez quoi? Il y a un truc qui est vraiment drôle. On voit des spécialistes, des sociaux, des mouvements de foule, des manifestations, de la sécurité. Et les mecs sont là. Mais attends, ces mecs, ils n'ont jamais eu le courage d'aller avec les gilets jaunes, de couvrir des manifestations, etc. Mais ils se feraient lyncher. Ils ne sont pas allés sur les ronds-points. Ils sont pas allés sur les ronds-points. Mais ils viennent pérorer sur le plateau de BFM et de CNews. Mais c'est honteux, quoi. Hein, L'Express, Libération, etc. Tout ça appartient au même groupe, hein, je le rappelle. Oui, voilà. Et après, ce sont les mêmes spécialistes, les mêmes journalistes qui défilent les antennes. Non, mais c'est que de l'entre-soi, en fait. C'est fascinant, voilà. Vive TV Liberté. Viva TV Libertad. Merci Pierre pour cette première partie, pour le moins. Non mais c'est vrai. Non mais je suis remonté. Convaincu. Non parce que là il y a tellement de. Mais ça devient tellement. Tout le monde le voit maintenant. Ils peuvent plus se cacher. Ils mentent 24 heures sur 24 les mecs. Mais c'est dingue. 24 heures sur 24 le mensonge de BFM, c'est fabuleux quoi. Mais pas seulement les. Il n'y a pas que ça. France 2 pareil, TF1 pareil. Vous savez ce que c'est qu'un conseiller en communication? C'est un conseiller en mensonge. Non mais c'est tellement drôle. Mais maintenant, c'est drôle quand même, quelque part. C'est visible. C'est visible, oui. De même que les Gilets jaunes sont devenus visibles. Non mais les Gilets jaunes, c'est ça, ce sont tous des antisémites, voilà. Ce sont tous des antisémites, ils ont mangé les enfants, c'est des pédophiles, etc. Alors qu'en fait, ils n'ont plus rien à manger au 15 du mois, mais ça, Mme Rutel-Krief, ça l'intéresse pas. Hein, tous les journalistes de BFM, ça les intéresse pas, là. Vendus. C'est des vendus, c'est des vendus. Enfin, pardon. Pardon. Alors, chers amis, après cette partie agitée, convaincue, mais justifiée, mon cher Pierre, nous allons continuer, comme je le disais, pour aller jeter un petit coup d'œil chez nos voisins, parce que les élections européennes vont venir, et nous sommes intéressés. Si c'est de l'Italie, on a le droit d'en parler. Ah bon, on a le droit d'en parler. Bon, alors merci Pierre. Attention, ne parlez pas d'Israël, c'est très dangereux. Alors, vous avez publié une carte très intéressante, c'est l'exposition des banques françaises au risque italien. Oui. Et ça, il apparaîtra
que sur le schéma... 300 milliards. Attends, il faut le dire aux spectateurs. Voilà. Oui, oui. Nous sommes à... Oui, enfin, 285 milliards... Avec les frais de dossier CTLM. Merci, monsieur le banquier. Voilà, 300 milliards. Avec, alors que, bon, toute proportion gardée, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne sont beaucoup moins exposés que la France sur l'Italie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Pierre, cela? Ça veut dire que, en cas de défaut italien, on aura du défaut en France. 300 milliards, je pense pas que la Société Générale, surtout la Société Générale qui vend tout en ce moment, où le Crédit Agricole et la BNP peuvent... Ah oui, non, je pense que la BNP éventuellement peut encaisser, mais pas les autres. La Société Générale ne pourra pas encaisser. La preuve, c'est qu'elle vend tout. Tiens, je pense que j'ai... Elle vend tout. Elle vend tout. D'ailleurs, elle vend... C'est le mot vend tout. Elle vend tout, oui. J'ai donné une info sur quotidien.com où la Société Générale vend même ça continue. Une filiale moldave. Oui. Attends, alors, mec, ils en sont là à vendre des filiales moldaves. Elle a vendu une filiale polonaise déjà. Oui, mais attends, moldave, albanaise, attends, c'est des micro trucs, quoi. C'est pas ça qui va remonter leur tiers 1, enfin leur réserve fractionnelle, on va dire ça comme ça. C'est pas bon signe. Ah non, c'est pas bon signe du tout. La Société Générale se porte très mal. Monsieur Oudéa a beaucoup de soucis en ce moment. Il doit pas bien dormir, Monsieur Oudéa. Mais peut-être dort-il bien, parce que je l'ai entendu sur une radio périphérique qui disait que les choses se présentaient bien. Et il vous disait que tout allait bien. Ouais. Il faudrait qu'il nous explique pourquoi il vend tout et toute la Société Générale, toutes les filiales. Hein, parce que nous, ça va faire bientôt 1 an qu'on chronique toutes les ventes de la Société Générale. Oui, absolument. Hein, voilà. Donc ils ont vendu ça pour, ils ont vendu ça à une banque hongroise, tiens. Et ça va se traduire par une charge de 28 millions d'euros dans ses comptes pour le 4e trimestre. Donc charge qui elle-même augmente. Donc 240 millions de charges de plus. Dans le communiqué du 17 janvier. Voilà. Non, mais c'est bien, la Société Générale, c'est devenu quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une banque qui est en train de couler doucement, mais sûrement. On va dire ça comme ça. En effet, si elle se débarrasse de ces bijoux de famille... Mais ils ne pourront pas encaisser la perte des Italiens, hein, ça c'est sûr. C'est ça la question. Parce que on revenait à ça. Et justement, on en parlait tout à l'heure, Monsieur Salvini, donc, qui aujourd'hui est extrêmement populaire, contrairement à Monsieur Macron, parce que Monsieur Macron, lui, ne peut pas sortir en public sans se faire insulter de partout en province. Mais Monsieur Salvini, lui, il peut se promener en Italie sans se faire insulter. Le peuple vient spontanément le féliciter et le remercier. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire, la grande différence. Et c'est M. Macron qui donne des leçons à M. Salvini. Vous avez observé, c'est absolument génial. Donc, alors, je vous lis ce qu'il a déclaré à la télévision, vous allez halluciner. Écoutez bien. Monsieur Salvini était invité à parler lors d'une assemblée, et il a dit que la Banque centrale d'Italie et le Consob, c'est-à-dire c'est l'autorité des marchés qui contrôle la bourse, devrait être rasée. La Banque centrale d'Italie devrait être rasée et pas seulement changer, remplacer une ou deux personnes au sommet de ces deux organisations. Oui. Il dit, on a ces organes de contrôle bancaire et financier qui sont soi-disant indépendants. Nous qui avons cru en Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca, alors, je rappelle à nos spectateurs, ce sont des banques que j'ai chroniquées sur quotidien.com qui étaient en faillite depuis 3 ans déjà, et qui ont ruiné tous les épargnants italiens. Voilà. Mais l'indépendance de ces organismes ne veut pas dire irresponsable. Si vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes payé, vous devez payer civilement et criminellement jusqu'au bout, a-t-il ajouté. Voilà. Attendez, c'est extraordinaire. C'est la première fois que je vois un homme politique. J'ai l'impression de m'entendre, entre guillemets. Oui. Non, mais de dire d'envoyer tous les banquiers en prison. Ben oui. Ces autorités de contrôle ne contrôlent rien. Voilà. Elles ne contrôlent rien du tout, en particulier en France. Vous savez combien gagne le président de l'autorité des marchés financiers? Oui, ça porte un autre nom. C'est quasiment, c'est 300 000 euros par an. Autrefois, c'était la commission des 300 000 euros par an. Et maintenant, c'est l'autorité des marchés financiers. Il y a l'image derrière, on peut le montrer. Ceux qui gagnent c'est hallucinant. Et tout ça pour rien, pour un travail tellement peu... Enfin bon, passons. Le fait est que cette autorité
italienne a failli, malgré tout, puisqu'elle n'a pas mis bien en sûr. garde la regardez toutes Montepaschi, les par banques. exemple. La Montepaschi est le meilleur exemple. Attendez, est-ce que vous réalisez que la Montepaschi, elle a un levier? C'est-à-dire, demain, le patron de la Montepaschi dit, il apparaît devant à la télévision italienne et dit, s'il veut faire sauter, par exemple, le gouvernement Salvini, il va dire, voilà, moi je mets ma banque en faillite. Comme vous avez dit que vous ne sauverez pas les banquiers, eh bien, c'est toutes les économies des épargnants qui vont passer à l'as. Vous voyez le chantage que font les banquiers sur les politiques Bien maintenant? sûr, C'est absolument... bien Mais là, pour Salvini, lui, tout ce qu'il peut faire, c'est nationaliser la banque et jeter tous les banquiers de la Montepaschi en prison. Et d'ailleurs, pas que celle-là, hein, parce que toutes les autres banques italiennes ont trempé. Hein, je renvoie à nouveau nos spectateurs, pour ceux qui n'ont pas vu mon enquête à Sienne, justement, sur le meurtre dans la banque même. C'est énorme. Mais il y a du nouveau quand même, non? Parce que un certain nombre de dirigeants ont admis qu'il était mort, non pas dans la rue, parce qu'on a acheté son cadavre, il était dans la rue, et qu'il est mort dans la banque. Oui, c'est un sacré progrès. Dans 10 ans, ils vont peut-être finir, ou dans 100 ans, on va finalement connaître le nom du meurtrier qui l'a tué dans la banque, oui, bien sûr. Mais évidemment, ils savent pertinemment qui l'a tué, quand, à quelle heure, etc. Sur les caméras de surveillance, il nous manque 10 minutes. Il y a 10 minutes qui ont été enlevées. Hein, et comme par hasard, toutes les caméras de surveillance dans la banque même, sont tombées en panne ce jour-là. C'est curieux. Et l'autorité judiciaire n'a rien fait, là? Non, ils ont dit qu'il s'était endormi à côté d'une tronçonneuse qui s'est mise en marche. On ne comprend pas. Il faut qu'on interroge le fabricant de cette tronçonneuse. Et on s'interroge aussi pour savoir ce que faisait une tronçonneuse dans une banque. Non, moi, ça m'a une tronçonneuse dans une banque. Non, mais ça ne me surprend pas. Pour ouvrir les coffres, non? C'est une erreur, là. Non, c'est pour découper les pertes en tranches. Voilà. Mais... Alors, il y a d'autres... tiens, puisqu'on parle d'escroquerie bancaire, pendant... Oui. Alors là, cette fois-ci, c'est la Standard Chartered. Ah oui, alors Standard Chartered. Vous avez vu? Oui. Prise à main dans le sac, en train de truander... Le marché des devises. Voilà, c'est ça. Voilà, le marché des devises, bien entendu, à leur avantage. Et alors, attendez, c'est pas fini, parce que je vous épargne. Et alors, c'est drôle, parce que le patron de la Standard Chartered, aujourd'hui, c'était le patron de Blight Masters. Ah oui. Voilà, il a pris la... mais il a quand même... Et regardez bien, bien entendu, toute cette période, c'est bien entendu 2007 jusqu'en 2013. Et donc, les mecs, ils en ont eu marre de se faire arnaquer par la Standard Chartered, quoi. Ouais. Et alors, c'est pas les seuls, hein. Ils se sont pris donc une amende de 40 millions de dollars. Hein. Et il y a d'autres banques qui sont incriminées dans ce scandale, dans cette escroquerie sur le marché des devises, parce qu'ils ont truandé le cours des devises à leur avantage, oui, bien sûr. Oui. Et à votre désavantage, par exemple. Vous partiez, par exemple, en vacances, on dit tiens, je pars en vacances, je sais pas moi, en Russie, j'ai besoin de roubles. Là, ils vous massacraient, quoi. Ils abaissaient le cours du rouble en leur faveur, bien entendu. Alors donc, dans ce cartel de mafieux bancaires, vous retrouvez, bien entendu, la Barclays Bank, BNP, évidemment, Crédit Suisse, Deutsche Bank, évidemment, et le roi de tout, le plus grand escroc de toutes les banques, le parrain absolu du cartel bancaire, Goldman Sachs, bien sûr. Bien sûr, voilà. Non, mais c'est incroyable, incroyable. Mais vous avez pas vu un seul membre du gouvernement qui a parlé de la dette. Ils n'osent pas parler de la dette. Eh bien, évidemment. Ils n'osent pas parler, ils n'osent même pas dire que leurs partis politiques sont endettés auprès des banques. C'est ce qui est le cas du Parti Socialiste, ce qui est le cas de l'UMP, par exemple, des Républicains. Ils ont un découvert, je crois, je sais plus, je crois qu'ils sont un découvert de 5 ou 6 millions d'euros. La banque, pour leur dire, monsieur les Républicains, je vous interdis de checker, demain, c'est fini, vous n'existez plus. Et ça fait un scandale absolument. Non. Donc il dit, nous on maintient votre découvert, mais vous votez les lois que nous on veut. Voilà. Oui, c'est ça. C'est tout simple. Et d'un autre côté, on voit bien que le FMI et les banques font aussi pression sur l'État de la même façon. La dette, c'est un formidable levier de pouvoir. Olivier, c'est un levier de pouvoir. Regardez bien. Vous vous souvenez, on avait donné l'information depuis un an déjà que la Banque centrale
quand la Banque Centrale Européenne a vu que Salvini avait gagné, et Di Maio, et qu'ils avaient gagné les élections, ils ont dit, bon, puisque c'est comme ça, on arrête notre fausse monnaie au 31 décembre 2018. Oui. Vous vous souvenez de ça? Oui, c'était prévu. Ils ont effectivement annoncé. Alors tout le monde s'attendait à ce que personne ne veuille acheter la dette de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, mais pas du tout. Les mecs, comme ils savent que ça va exploser à un moment donné ou à un autre, ils se sont précipités sur la dette. Donc ils ont acheté la dette italienne, tous les investisseurs là, le Portugal, l'Espagne, les fameux membres des PIGS, les fameux ports, etc. Donc ils ont trouvé, et c'est Bloomberg qui était extraordinairement surpris que les PIGS puissent trouver des acheteurs pour leurs bons du Trésor. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc il dit, les sovereign bonds offering from Italy, Spain, Portugal, this month have all drawn unprecedented bidding for a total of 106 billion euros, 120 milliards de dollars, une hausse de 14% par rapport à l'année dernière. Et ce sont les Asiatiques qui ont acheté aussi. Incroyable. Comment expliquez-vous cet attrait pour les bons du Trésor italiens? Mais parce qu'on est auto-négatif. Donc ils ont le bon du trésor d'un peuple comme l'Italie, comme la France, c'est parfaitement génial parce que c'est le peuple qui garantit. Voilà. Oui, c'est le peuple qui garantit. Donc le mec, attends, je vous prends un exemple. Et j'ouvre un tiroir, si vous permettez. Vous avez vu que M. François Hollande, l'ennemi de la finance. Oui. Vous vous souvenez? La finance, c'est mon ennemi. La finance est mon ennemi. Par qui est-il financé aujourd'hui, monsieur l'ennemi de la finance, Hollande? Par un des plus gros hedge funds américains, le roi de la finance absolue, Allianz, l'assureur allemand, allemand, Deutsche, ich spreche Deutsch, voilà, allemand, Allianz, qui possède le plus grand hedge fund mondial, qui s'appelle PIMCO, qui est basé à Long Beach et qui fait la pluie, enfin du moins qui a fait la pluie et le beau temps sur le marché, devinez de quoi? Évidemment, des bons du Trésor de tous les pays. Voilà. Et donc, c'est M. Hollande a été choisi par Allianz PIMCO, M. Hollande, ennemi de la finance, la finance c'est mon ennemi, qui est financé par les hedge funds dont il est l'ennemi. Mais quel foutage de tête quand même, c'est incroyable. Et ça continue. Et après, il s'étonne que les gens se révoltent. Mais c'est normal. Mais c'est normal face à des menteurs, à des vendus, pareil. Mais c'est incroyable, quoi. Mais c'est incroyable. Moi, je rappelle que PIMCO était piloté par deux grands spécialistes des bons souverains, des bonds, des bonds. Voilà. Il y avait Monsieur Bill Gross. T-bonds. Bill, comme voilà, et surtout Mohamed El Arian, qui est un type que je respecte beaucoup parce que c'est vraiment un type tout à fait extraordinaire et avec des analyses très très fines déjà en 2008, 2007, 2008. Il fait partie des gens qui pressentaient que les choses allaient, voilà, et ils ont été obligés de partir parce qu'avec les taux négatifs, avec toute la fausse monnaie qu'ils ont balancée, les mecs ils n'arrivent même plus à dégager 3%, 4%. Donc voilà. Et maintenant, PIMCO se retrouve dans la mouise parce qu'ils n'arrivent plus à dégager de l'argent sur leur placement, quoi. Ils sont très très embêtés. Donc ils vont embaucher qui? François Hollande, l'ennemi de la finance, qui va faire c'est l'Aïus à l'hôtel Meurice, voilà. C'est intéressant. C'était dans le Canard enchaîné. Mais ce que vous ne dites pas à nos téléspectateurs, c'est combien il est payé pour faire la conférence. Oui, pardon. Attends, excuse-moi. Autant pour moi. Mais allez-y. 200 000 euros. 200 000 euros par conférence? Pour la conférence. Ou par mois? C'est peut-être le cycle. Mais en tout cas, c'est 200 000 euros. Moi, vous savez, je peux vous faire des conférences sur et vous aussi. Je pense que vous allez en faire bientôt, des conférences, d'ailleurs. oui. Mais sur la monnaie et la finance, je peux. Oui. Enfin, c'est quand même... Mais en plus, Hollande, il est nul en économie, on l'a vu. Mais il l'a vu, il n'a jamais vu. Il a toujours cru... Je vous donne un exemple, il a cru le patron de la pub de TF1. Le patron de la pub de TF1 est venu le voir, il était à sa deuxième année de président de la République, ou troisième année, et le patron de la pub de TF1 lui dit « Ah, c'est formidable, il y a une reprise, c'est génial, je vois tous les budgets qui arrivent. Donc ça veut dire qu'il y a une reprise, tout va bien. » Et donc, qu'est-ce qu'il fait ?
ce crétin de Hollande. Il dit, oui, le chômage va s'inverser, il y a une reprise, etc. Voilà comment il prenait ses conseils. Ouais. Voilà, ça c'est François Hollande. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais le fait de revenir le démange. Et il dit qu'il serait bien, il se verrait bien. Il se voit bien comme l'homme providentiel. Hein. Sarkozy aussi, hein, ils se voient tous comme hommes providentiels. Ils ont mis le pays par terre, ils ont vendu le pays à des intérêts étrangers, mais ils se voient, surtout Sarkozy qui a vendu une partie de l'or de la France pour faire plaisir aux Américains. Ça, c'est extraordinaire. Dans le genre trahison, là, on ne peut pas trouver mieux. Oui, mais attendez, ils ont été élus une fois. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas être élus une seconde fois? Si les gens sont capables de les porter au pouvoir. C'est ça la question. Ils pensent qu'avec les médias, ils peuvent tout faire. C'est ça. N'oubliez pas, Manuel Valls pensait qu'avec le fait qu'il avait BFM à ses basques toute la journée, etc., il pensait qu'il pouvait. Il s'est pris la raclée de sa vie. C'est vrai. Et il s'est pris la raclée de sa vie grâce à qui? C'est parce que Dieudonné et Soral ont fait une campagne absolument phénoménale contre Manuel Valls, surtout Dieudonné qui avait fait. Et Dieudonné avait demandé à tout le monde d'aller voter aux primaires du PS. Et donc du coup, tout le monde est allé voter aux primaires du PS. Ils ont payé avec grand plaisir 2 € juste pour voir Manuel Valls tomber, et il est tombé. Voilà, terminé. C'était fascinant à observer. Et donc vous voyez que même si vous avez les médias avec vous, à un moment donné ou un autre, le peuple se révolte, le peuple comprend. Il faut arrêter de prendre le peuple pour des crétins. Moi, j'ai jamais compris ça, qu'on prenne les gens pour des imbéciles et qu'il y ait cette condescendance dans les explications. Oui, il faut leur parler simplement, parce qu'ils comprennent pas grand-chose. Alors, c'est sûr que si on parle à la mamie qui est complètement gâteuse et qui a 90 ans dans une maison de retraite, si c'est ça votre public, bah, allez-y, effectivement. Mais, Pierre, ce n'est pas la condescendance, c'est les condescendants. Vous savez, les excellent. Oui, on peut l'entendre de plusieurs manières. Monsieur Hollande parle des cendants. Non, mais c'est une belle trouvaille. C'est une belle trouvaille. C'est une belle trouvaille, les cendants. Oui, c'est épouvantable. Enfin. Ah, mais c'est épouvantable, mais c'est très juste. C'est ce que je disais. Que de fait... j'ai lu le livre de Valérie Trierweiler. Il était parfaitement au courant. Non, mais vous savez, je lis tout. Valérie Trierweiler explique dans son livre que Manuel Valls étaient venus dîner chez eux, dans le 15e, et qu'ils étaient au courant que Cahuzac avait son compte en Suisse, etc. Et ce n'est que 3 ou 4 mois plus tard, ils ont fait semblant de « Ah ben, on ne savait pas, etc. Oui, il nous a menti. Et ils le savaient déjà, quoi. Oui, bien sûr. Ce sont des menteurs. Alors, mais ceci va leur exploser à la figure. Si ce n'est pas maintenant, si ce n'est pas demain, après-demain, ça va leur exploser à la figure. Et je le dis aux journalistes de BFM, vos histoires d'antisionisme, là, ça marche pas. Le peuple va venir mettre le feu à votre chaîne de télé. Et les compagnies de CRS ne pourront pas vous protéger. C'est inévitable, je le vois. Vous savez, dans un autre registre, à cette même tribune, Alain de Benoît, philosophe, nous disait que les Gilets jaunes, c'était une répétition générale. Oui, allez-y. Eh bien voilà, c'est ce que vous dites. Nous attendons la répétition générale en attendant, évidemment, la grande explosion, si, et seulement si, Macron ne trouve pas les solutions. Mais il ne les trouvera pas. Pour une raison très simple. C'est que, en réalité, dès le départ, il aurait pu prendre des mesures. Or, il n'a pris aucune disposition. Il a utilisé la violence et la force, comme jamais. Oui. Comme jamais. Jamais. On aimerait bien, d'ailleurs, que les séditions en banlieue et que les Black Blocs et autres nuits debout fussent traités de la même façon que les Gilets jaunes. Et ils n'ont pas été de la même façon. Là, il y a désormais, me semble-t-il, sur le quinquennat de M. Macron, une tâche ineffaçable. Et c'est d'ailleurs une tache de sang. C'est une tache de... Bien sûr. Ce sont des taches de sang. Cela étant, pour revenir à notre sujet... Mais M. Castaner ne l'emportera pas au paradis, ça c'est clair.
parce que M. Castaner ne restera pas ministre de l'Intérieur toute sa vie. Il va revenir au civil aussi vite que Manuel Valls, là, tous ces gens ont la grosse tête parce qu'ils ont pas un pont, etc. Mais à un moment donné, il revient dans le civil. Et je pense que les Français n'oublieront pas ce que M. Castaner a fait aux Français avec les flashballs et compagnie. C'est absolument épouvantable. Mais comment voulez-vous qu'un homme issu du milieu puisse comprendre les périphéries? C'est bien, c'est très pertinent, c'est très pertinent. Pardon. C'est très bien vu. Alors tiens, justement, puisqu'on est dans la mafia et dans le milieu marseillais, parlons d'un autre mafieux, Monsieur Mario Draghi. Il a expliqué donc qu'il arrête sa planche à billets au 31 décembre 2018. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Mais en fait, bon, alors ça, c'est Philippe Herrlin il a dit. Alors Philippe Herrlin, il dit que ça continue à tourner, mais derrière les rideaux. Il dit le bilan de la Banque centrale européenne vient d'atteindre un nouveau sommet historique à 4 705 milliards d'euros, soit 42% du PIB de la zone euro. Il n'arrête pas d'enfler et vient à nouveau d'augmenter la semaine dernière, au vendredi donc 18 janvier 2019. Le total des actifs de la BCE augmenté de 1,6 milliard. Oui, mais de fait. Et alors Jean-Pierre Chevalier, qu'on salue. Que vous citez souvent. Oui. Alors lui, il a constaté la même chose. Il dit, alors je cite, « Les marioles de la BCE ont publié hier leur bilan arrêté au vendredi 18 janvier qui fait apparaître que les banksters de la zone sont toujours en grande difficulté. En effet, si des non-résidents de la zone ont été obligés d'apporter 412 milliards à la fin de l'année, ce qui a constitué un plus haut record, ils continuent à maintenir 305 milliards pour faire survivre l'eurosystème et ses banksters. » Donc il met plusieurs documents, je vous invite à aller voir ça et aller voir ça sur son site. Oui, mais c'est génial, quoi. Pourquoi voulez-vous que Mario Draghi ait arrêté la fabrication, enfin, les facilités monétaires, puisque vous avez vu que le président de la Fed, M. Powell, mais il est revenu en arrière. Voilà, exactement. Attends, il a vu que les marchés explosaient fin décembre. Donc, il est revenu. C'était pire que moins 7,7, hein. Oui. Il y a 2008, hein. Oui, bien sûr. C'était pire. Mais attends, il est revenu en arrière et il a recommencé les facilités monétaires. Non, mais justement, Monsieur Curé, le sous-gouverneur de le bras droit, on va dire, de Mario Draghi, a dit il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus, qu'il va faire redémarrer une nouvelle. Alors, ce n'est pas une planche à billets. Mais c'est un TLTRO. Vous savez, ils ont l'art des acronymes. Oui, bien sûr. Ils pourraient tout aussi bien l'appeler ORTF. Ça ferait l'affaire, puis au moins on comprendrait ce que c'est. RTO. RTO, voilà. RTL et compagnie. Arte. Donc, ils vont fabriquer de la fausse monnaie. Et alors, chose incroyable, vous savez qu'on a enregistré ici, en votre absence, avec Pierre, le 3 janvier, donc un politique éco. On a longuement parlé de la loi du 3 janvier. Oui. Et figurez-vous que la Banque de France, là, ça l'a énervé. Ah oui, ça c'est. Et donc, c'est pas mal. Elle a fait une réponse officielle à notre émission. Oui. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, donc, je dis, voilà, la Banque de France, elle a attendu la mi-février pour réagir à la revue de presse faite le 3 janvier. Donc, pour vous dire à quel point ils sont lents quand même. Ils sont vraiment lents. Mais bon, c'est un peu, vous savez, c'est que les banques, c'est comme les dinosaures. C'est-à-dire que vous leur marchez sur la queue, il se passe 1 mois et demi avant que ça arrive à la cervelle, quoi. Donc, alors, ils ont publié un communiqué. Mais ils n'ont pas osé mettre le nom de l'attaché de presse, genre personne à contacter, etc. Voilà. Et encore moins à répondre point par point, à mes arguments, ou bien à ceux de Pierre-Yves Rougeron, qui est auteur du livre L'enquête sur la loi du 3 janvier. Voilà. Alors, je vous lis le charabia de la banque. Oui. C'est drôle. Une rumeur persistante, j'adore. Une rumeur persistante. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Ça me fait penser au tableau de Lénine. Cette apparition persistante de Lénine sur un piano. Voilà. Affirme que la loi du 3 janvier 73 sur la Banque de France aurait interdit les prêts directs de la Banque de France à l'État, les avances du Trésor. Faute de pouvoir financer les déficits publics par la Banque de France, le Trésor aurait alors été contraint de recourir au marché financier, aggravant ainsi le coût de la dette publique. D'accord. Voilà, alors je dis, cher spectateur, mon cher Olivier, vous avez vu, la dette de la France n'est qu'une rumeur. On revient toujours à la même chose. Voilà, c'est extraordinaire. Alors là, je demande, c'est une demande officielle à la Banque de France. Que j'adresse à Messire Villeroy de Gallo. Oui. Au Gallo. Oui. Expliquez-nous, monsieur Villeroy de Gallo.
expliquez-nous pourquoi les Français ne peuvent plus acheter eux-mêmes des bons du Trésor de la France dans leur banque. Pourquoi seules les banques et grandes assurances peuvent en acheter, et majoritairement étrangères. Et surtout, pourquoi le service de la dette est devenu, depuis 1973, l'un des plus importants postes de l'État. Et surtout, pourquoi avoir retiré 1 trilliard d'euros en intérêts au bas de laine des Français pour ne favoriser que le porte-monnaie des Américains et des Japonais qui possèdent 30% des bons du Trésor à moyen terme de la France. Ah oui aussi, Monsieur Villeroy de Gallo, pourquoi avoir laissé la JP Morgan mettre la main sur les stocks d'or de la France pour en faire des ETF, alors que les ETF sont une escroquerie à la base. Alors, ETF, dites. Hein, c'est un papier qui est garanti sur un lingot d'or, mais que les gens n'ont pas. Voilà. Donc ils se vendent du papier. C'est ce que fait la Banque Rothschild, par exemple. Circuler, elle vous vend des. On titrise. Elle n'achète pas. Exactement. C'est une titrisation d'un lingot d'or. Voilà. Et aujourd'hui, on sait pertinemment que pour un lingot, vous avez 500 ou 600 certificats. Donc c'est une escroquerie majeure. Voilà. Et enfin, Monsieur Villeroy de Gallo, pourquoi avoir accepté Madame Goulard en tant que sous-gouverneur de la Banque de France, alors que les militaires de la DGSE ont demandé sa tête, la soupçonnant depuis longtemps être payée par la CIA, payée par une obscure ONG. Une ONG, c'est quoi son truc Organisation non gouvernementale. Oui, pour les droits de l'homme, je sais pas, mais il l'a payé 2 000 euros ou 3 000 euros par mois, enfin un truc de ouf, quoi. Voilà, donc voilà, Monsieur Villeroy de Gallo, voilà, je vous pose ces questions. J'espère que vous aurez le courage, hein, parce que vous êtes aristocrate, donc je vous rappelle que les aristocrates étaient les seuls à l'époque à avoir l'autorisation de porter une arme et de défendre les Français. Mais vous, j'ai l'impression que vous ne défendez pas vraiment les Français. D'ailleurs, vous n'avez plus tellement de pouvoir. Mais vous êtes le bienvenu sur ce plateau pour venir nous en parler, et surtout si vous répondez à ces questions, ne pas tourner autour, comme les énarques savent si bien le faire. Et j'ajouterais pour terminer, dites-nous, que le service de la dette est devenu l'un des plus importants postes de l'État. Dites-vous, Pierre. Oui. Eh bien, mais je crois que c'est le numéro 2. Il est pour 42 milliards. Non, 42 milliards, c'est énorme. C'est colossal. C'est, si vous voulez, par rapport au budget de l'éducation nationale, qui est le premier poste, c'est pratiquement les 2 tiers du budget de l'éducation nationale. Non, mais c'est énorme, c'est absolument énorme. C'est plus de la moitié de ce que l'État donnait aux collectivités locales au titre de la dotation globale de fonctionnement. Et voilà, vous avez mis la main dessus. Voilà. Et voilà pourquoi les maternités disparaissent. Voilà pourquoi les hôpitaux disparaissent, les casernes, les commissariats. 9 commissariats ont été fermés dans le 93, hein, un peu partout dans la région parisienne. Est-ce que c'est normal de fermer des commissariats alors que la violence ne fait qu'augmenter ? Voilà, tous les services publics sont en train de disparaître. Et moi, je comprends pourquoi les Gilets jaunes, et je suis à 100% avec les Gilets, même si je suis parisien, donc, je suis à 100% avec eux, et d'ailleurs, ils le savent, parce que j'étais avec eux, j'ai couvert au moins 4 ou 5 manifestations. Vous savez quand même que, historiquement, c'est intéressant, vous avez dit, je suis parisien. Vous savez, vu que la révolte des Gilets jaunes, pour la première fois dans l'histoire des révoltes en France, elle n'est pas parisienne. Ah bon ? Eh oui. La Fronde, la Commune, les sans-culottes, c'était toujours Paris. Oui. Et pour la première fois... Ça vient de l'extérieur. D'accord, oui. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Pourquoi ? Parce que Paris, c'est l'oligarchie, parce que Paris, c'est l'interface avec les grandes métropoles mondiales, oui. Parce que Paris se fiche de son hinterland, comme on disait autrefois chez les géographes, c'est-à-dire de son arrière-pays, et de ses périphéries, dont je parlais tout à l'heure, et d'un certain monsieur qui était du milieu, qui ne pouvait pas comprendre les périphéries. Voilà. C'est ça. Mais, mais c'est nouveau, ça. Hein, quand je dis je suis parisien, c'est pour une raison très précise, c'est que nous... Personne n'est Non, c'est parce que nous, à Paris, on a nos services publics qui sont tous à portée de main, voilà. Et attention, mais dès qu'on va en province, mais c'est fini. Moi, j'ai un ami qui habite à côté enfin, il habite en Normandie, Bernay ou... Oui, Bernay, c'est dans l'Eure. Mais il est fou de rage. La Saposte a fermé. Oui. Tous les services sont publics. Maintenant, il est obligé de prendre la voiture pour aller encore plus loin. Et après, il s'étonne que les Français... Attends, avant, les services publics étaient tout près. Ils ne dépensaient pas d'essence. Ils faisaient peut-être 1 kilomètre pour y aller. Maintenant, ils en font 50. Et en plus, on veut les taxer sur le trajet pour y aller. Bien sûr. Mais enfoiré de Macron, enfoiré d'En Marche, Édouard Philippe. Mais ce sont des gens déconnectés de la réalité. Mais ils sont déconnectés de la réalité. Ça va leur exploser à la figure. Tout est bon pour ne pas parler de la crise et de la dette. Mais vous savez,
Moi, je vous donne on va deux infos. terminer là-dessus Regardez parce bien. que nous avons dépassé notre Regardez temps, bien. mais- L'Angleterre a décidé de ne pas rendre l'or du Venezuela. C'est extraordinaire. Moi, je dis, donc si l'or n'est pas chez vous, dans le jardin de vos parents, etc., il n'est pas à vous. Voilà. Donc ne le laissez pas dans le coffre de la banque, parce que si y a un bank holiday, comme ils appellent ça, vous serez tricard comme les Grecs qui n'ont pas pu aller dans leur banque. Hein, interdiction d'y aller pendant 2 mois ou 3 mois, je me souviens plus. Et donc ils ne pouvaient même pas tout. Enfin bon, voilà. C'est le risque. Et en ce moment, il y a vraiment un mouvement. Voilà. Donc vous allez retrouver également. Alors, on n'a pas pu tout traiter. Il y a 2 articles d'Héloïse Benamou qu'on n'a malheureusement pas pu. Mais Héloïse reviendra. On reviendra sur ce plateau. Non, parce qu'elle a fait un truc génial. Elle a fait URSAF, Agir Carco, ou la scandaleuse résurrection des fermiers généraux qui volent les Français. Alors, je me suis dit, ça allait vous parler, les fermiers généraux. Ça me parle, oui. Ça me parle. Les fermiers généraux, on leur laissé le soin de récolter les impôts, de les réverser au roi, mais au bout d'un certain temps, de telle sorte qu'entre-temps, ils plaçaient cet argent pour que ça leur rapporte. Exactement. Juste avant de conclure, je voudrais saluer tous les vigiles dans les supermarchés, les hypermarchés, et je les remercie une nouvelle fois parce que c'est eux qui ont été mes bien meilleurs indicateurs économiques que les crétins qui travaillent à l'INSEE et qui truandent l'indice des prix. Les vigiles ont été les premiers à me dire que la fin du mois était au 16 du mois. Je me souviens quand ils m'ont parlé, c'était il y a 3 ans, 4 ans. Oui, j'en ai parlé dans la revue de presse. Ouais. Et puisque vous êtes parisien et que vous évoquiez, souvenez-vous, les fermiers généraux, le murmurant Paris, rend Paris murmurant. Oui, absolument. Angoulême. Je vais à Angoulême, mais je ne sais pas à quel moment, c'est pour ça que j'ai hésité, parce que je ne sais pas quelle est la signature qui vient après. Mais il faudra qu'on voit toutes les signatures, parce que là, j'ai beaucoup, justement, de nos spectateurs qui viennent nous voir. Vous savez que là, je suis le représentant de la télé un peu partout en France. Merci. Et de notre émission. Merci, Pierre. Merci à vous. Merci pour TV Liberté. Vive TV Libertad. Voilà, qui ne vous accuse pas d'être un feignant, un sioniste, un antisioniste, un gilet jaune, bref, Gaspard Ganser, il a dit, Gaspard Ganser, c'est le conseiller de Macron. Oui, il a dit hier que le coefficient intellectuel des gens, des gilets jaunes qui manifestent, était au niveau, ça doit être au niveau 0. Je le cite comme ça de tête. Alors, Gaspard Ganser, va te faire bip. Pardon. Bon. Non, mais attends, on se met au même niveau. On se met au même niveau. Mais qu'il aille se faire voir. Mais insulter les Français. Le mépris du peuple, mais ils sont fous. Ils sont complètement fous. C'est du même niveau que Macron qui va insulter, et qui plus est de l'étranger. Oui. Attends. Oui. Les Gaulois réfractaires. Il dit ça de l'étranger, alors que normalement, aucun politique ne devait commenter la politique intérieure française de l'étranger. Jamais. Alors lui, non seulement il le fait, mais en plus il insulte les Français de l'étranger. C'est extraordinaire. Quel que soit le pays où il va, il les insulte. Algérie, en Grèce, en Hollande, ou je ne sais plus, en Norvège. Enfin bon, j'en passe des meilleurs. Et Gaspard Ganser, il vise la mairie de Paris. Il vise la mairie de Paris. Gaspard Ganser, on va te tailler des shorts, tu vas voir. Et bien voilà. Chers téléspectateurs, à très bientôt. À bientôt, merci à vous.